Re-bienvenue ou bienvenue pour les gens qui arrivent. Nous sommes en direct de Japan Expo pour ADN toute la semaine, enfin toute la fin de semaine jusqu'à dimanche. Nous allons vous faire vivre Japan Expo comme si vous y étiez, en tout cas avec des invités incroyables, des interventions non moins incroyables. Et là, en plus, on va kiffer. Alors, on va avoir un pied dans la nostalgie, un pied dans le futur. Nous recevons évidemment Jérôme et Arnaud. Donc, alors, Jérôme, tu es dessinateur et co-scénariste sur Senseiya Time Odyssey. Et Arnaud, tu es co-scénariste. Exactement. Alors, co-scénariste. Co-scénariste, quand même, c'est beau gosse, hein, franchement. Voilà. Mais c'est la première fois qu'on fait une interview ensemble, Arnaud. On a déjà eu l'occasion, Jérôme, de se voir. Et à chaque fois, il mettait toujours ton travail bien au centre du projet. Donc, vous êtes quand même étroitement liés et on apprécie ça. La première question qui me vient en tête, c'est déjà, les amis, pourquoi Senseiya ? Pourquoi Senseiya ? Pourquoi on a envie de travailler sur Senseiya ? Ou pourquoi Senseiya au lieu des Chevaliers du Zodiaque ? Non, pourquoi avoir choisi la licence Senseiya ? Ah mais on l'a pas choisi. Moi, je connais un peu les réponses. C'était une évidence, Senseiya. Donc tu te doutes bien, bon, on en a déjà discuté ensemble. Bien sûr. On est tous les deux, on a quasiment le même âge. On a grandi avec la première vague qui était Goldorak, Albator, etc. Puis la deuxième qui est arrivée avec le Club d'eau. Évidemment, Senseiya, c'était le fer de lance du Club d'eau pendant 4-5 ans. Même au-delà des épisodes inédits qui étaient passés, ça continuait les années suivantes avec les rediffs de rester numéro 1 avant que Dragon Ball Z l'enchasse. Mais moi, Senseiya, ça a été vachement important d'un point de vue purement perso, parce que j'ai appris à dessiner aussi avec Senseiya, parce que voilà, j'ai grandi avec, j'étais un gamin devant. Et en plus, Arnaud dira en quoi c'était important pour lui aussi, mais pour nous, ça a une belle histoire aussi parce qu'on s'est rencontrés autour de Senseiya en fait. Moi je connais l'histoire parce que voilà, tu me l'as déjà raconté, mais justement, alors, comment ça vous vous êtes rencontrés autour de Senseiya ? Alors en fait, ça c'est vraiment une chouette histoire. Donc on est tous les deux dans la même école d'ingénieur. On est en 95. Je suis loin de chez moi, je connais personne. Et il y a un club manga. Ah bah super, je suis grand fan, Club Dorothée, pareil. Celui qui s'occupait du club manga, c'était Jérôme. En 95 encore. En 95. En plus, il faut expliquer aux gens, 95, c'était le pic du pic de la japonaiserie, c'est ça ? On prenait tout dans la tête et c'était ce qu'on appelait encore un phénomène. Oui, tout à fait. Ouais. Et puis à l'époque, il n'y avait pas encore tous les DVD, bien évidemment sûr. Pas. Et déjà même les VHS, c'était sous le manteau. Voilà, exactement. Et donc justement, Jérôme avait une collection absolument impressionnante de cassettes VHS où on voyait Corbier qui se prenait le seau entre deux épisodes, etc. Et puis à un moment, je vois sur ces murs des chouettes posters des chevaliers. Je lui dis, ils sont super ces posters. Tu les as achetés où ? Je les aimerais bien, mais c'est moi qui les dessine. Alors, d'abord, tu rigoles. Et puis, ah non, c'est toi qui les dessines. Ah ouais, ok. Ah ben oui, je travaille sur un projet, mais j'arrive pas à écrire. Attends, ça peut m'intéresser. Et voilà, très vite, ça s'est enchaîné comme ça, quoi, en fait. Ouais. Alors, moi, je savais pas écrire, tu vois. Je savais pas écrire. Toi, tu dessines. La première scène que j'avais faite dans mon histoire, c'était le vieux maître qui était à côté de la cascade. C'est pas à toi que je vais. Voilà. Et donc, ça donnait le vieux maître est assis à côté de la cascade, point final, quoi. Et puis après, il disait une phrase, je sais pas quoi. Et voilà. Et du coup, Arnaud me dit, mais moi, je sais pas trop mal écrire. Si tu veux, je peux essayer de le réécrire, de le rendre un peu plus littéraire et tout. Je me dis, ouais, vas-y, moi aussi, tu vois. Petit sourire en coin, dire, ouais, vas-y, il y en a plein qui doivent te dire ça, tu sais. Vas-y, fais-le. Puis il me ramène son texte et là, je lis. Ombragé par son éternel chapeau de paille, perdu dans des pensées insondables, le regard du vieux maître ignore la beauté familière de la vallée des cinq pics, à qui la cascade sacrée prête sa voix. Et là, je fais. Waouh! Tu vois, tu prends un univers qui est posé. Et là, du coup, tu dis bon, ben voilà, c'est dès le début de notre collaboration, c'était en 95, et on est en 2022, et la boucle est un peu bouclée puisqu'on se retrouve ensemble sur ce projet Senseiya. Alors, c'est génial, mais surtout de voir que de 95 à aujourd'hui, vous avez tous les deux évolué dans des univers qui vous sont chers, mais vous étiez en école d'ingénieur. Comment vous êtes arrivé finalement toi, dessinateur, toi, Arnaud, tu es scénariste, spécialisé plutôt dans un genre un peu particulier. Hein. Ouais, moi, c'est fantasy, science-fiction et japanimation, en fait. Vraiment tout ce qui est imaginaire, en fait. Alors, comment vous avez lâché l'école d'ingénieur pour vous retrouver là ? Alors, moi, je ne l'ai pas lâché, en fait. Moi, je suis toujours ingénieur dans le domaine spatial. Moi, je construis des satellites, en fait. Et l'écriture, c'est une passion au même titre que c'est une passion pour Jérôme.
Sauf c'est pas ton main voilà, métier, non, parce quoi. que en fait, moi, c'est le soir, les week-ends, les vacances. C'est vraiment une passion. Parce que tu as un peu de boulot à ton actif quand même. Hein. Tu as travaillé sur quelques trucs sympas. Ouais, BD avec Jérôme. Et puis là, je travaille sur un autre gros projet là, de création d'univers et d'écriture de romans qui va sortir à la fin de l'année. Donc ouais, tout ça, ça prend du temps, ça demande de l'organisation. Mais c'est avant tout une passion et c'est ce qui nous réunit. Je crois que c'est la première des choses qui nous réunit. C'est cette passion-là en fait qu'on a partagée. Et pour moi, très très rapidement, Senseiya, c'est une évidence dans le sens où c'est une série qui a vraiment soudé le groupe de potes qu'on était à l'époque où on était gamin. Je connaissais encore pas Jérôme. Et puis ça a été une magie qui a été renouvelée quand je l'ai regardé avec mes enfants à côté de moi, quand ils avaient, je l'ai redécouvert quand ils avaient l'âge que j'avais moi. Et ça marche toujours quoi en fait. C'est les combats, non, ils sont à fond et vraiment cette passion-là se transmet de génération en génération, ce qui veut dire que c'est vraiment une œuvre marquante, quoi, en fait. Tu vas pas contredire ça. Mais moi, je bois vos paroles, les amis. Hein. Et je rappelle d'abord que Senseiya est disponible sur ADN. Hein. C'est toujours bon de le rappeler parce que là, ça va, j'en suis sûr, donner envie à plein de gens de le découvrir ou de le redécouvrir. Eh bien, vous pouvez le faire de manière totalement... et puis c'est l'actualité, là, en plus. Hein, pour le coup, sur ADN, c'est vraiment l'actualité. Eh bah oui, oui. On se fait bien plaisir. Bah, tu m'étonnes. On se fait bien plaisir. Mais du coup, de ton côté, Jérôme, toi, comment t'es passé de école d'ingénieur à... Pas directement, parce que j'ai quand même fait un boulot d'ingé pendant quelques années, proche de chez moi, Eurocopter à Marignane. Donc j'étais, lui, construit des satellites, moi je travaillais dans les hélicoptères. Mais en parallèle, j'ai toujours aimé dessiner et... tu sais, quand j'étais gamin, j'enregistrais les épisodes à la télé, puis je me faisais mes jaquettes de cassettes vidéo, tu vois, homemade à la maison, je les ai encore. Et puis, d'un coup, les albums Panini. Et puis un jour, j'ai croisé un éditeur de DVD qui m'a proposé de le faire pour la France entière, quoi. Donc voilà, ça a commencé comme ça a été mon premier pied dans le domaine professionnel. Et puis quelques années plus tard, en 2005, je crois, j'avais déjà 400 ou 450 jaquettes à mon actif de toutes les séries que j'avais aimées quand j'étais enfant. Et puis voilà, ça avait démarré. J'ai eu la chance de pouvoir me lâcher complètement de mon métier d'ingé parce que j'étais moins passionné de mon métier que ce qu'Arnaud l'est du sien. Et pour ne vivre que de ma passion artistique et plus particulièrement les dessins animés. Ouais. Alors deux choses que je retiens, moi, c'est pour les gens qui sont passionnés, qui ont peut-être envie d'en faire leur métier, c'est que vous avez chacun respectivement sécurisé, on va dire, votre vie professionnelle avec des métiers traditionnels, mais pas tant que ça, mais en tout cas des métiers conventionnels, on va dire. Et à côté, vous avez réussi à développer vos passions. Et ça, pour moi, c'est un véritable message aussi à lancer aux gens. Ne lâchez pas vos études, continuez. En même temps, développez vos passions autant que faire se peut. Et là, vous avez pu aller jusqu'au bout et c'est magnifique. Alors, je rappelle, vous sortez une BD qui s'appelle Senseiya Time Odyssey. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Qu'est-ce que ça raconte? Je dis bien une BD, c'est important. C'est au format BD. Alors, moi, j'ai pu voir plein de choses déjà. Je le dis à chaque fois et c'est 100% sincère. Vous le savez et vous aussi, je suis sûr que vous le savez. C'est incroyable. Déjà, c'est magnifique. Il y a tout l'univers original de Senseiya qui transpire de partout. Le dessin, voilà, incroyable. Il y a tout. En fait, l'univers est posé. Les chevaliers sont là, chevaliers de bronze, hein, puisque il y aura 5 volumes. C'est ça. Il y a 5 tomes, pour répondre et rebondir à ce que tu dis, il y aura 5 tomes pour une série qui va raconter une histoire complète. Ce ne seront pas des one-shots, hein, c'est vraiment quelque chose qui se lit petit à petit. Il y aura un antagoniste qui s'étale sur les 5 albums. Je sais que tu le connais, mais on ne peut pas encore trop en parler. Mais voilà, le premier album sera un petit peu plus centré sur un des 5 chevaliers de bronze, qui est Ikki du Phénix. Ça tombe bien, puisque tu n'aimes pas du tout. Voilà, Et chaque album sera l'occasion quand même de traiter plus particulièrement d'un des chevaliers. Ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas là, hein. Toute l'histoire évolue et ils seront tous bien présents. Mais voilà, l'idée c'est de mettre un petit coup de projo sur un des chevaliers de bronze et d'aller un petit peu plus dans sa psychologie, parce qu'on se rend compte que dans l'œuvre originale, plus ça avance, moins on détaille les chevaliers de bronze parce qu'on commence à bien les connaître et on se concentre peut-être et on s'intéresse peut-être à autre chose, on s'intéresse peut-être un peu au background des méchants qu'on ne va pas du tout négliger dans notre histoire aussi parce qu'on est très sensible à ça, mais l'idée c'est quand même de rajouter quand même une petite pièce à chacun des personnages. Donc on va découvrir des secrets de certains, des 5 héros que l'on connaît et qu'on est censé connaître depuis déjà 35 ans.
Voilà. Et c'est là que c'est important aussi, et j'insiste sur ce terme de co-scénariste, c'est que sur tout un tas de projets sur lesquels j'ai travaillé, je suis le scénariste. Là, en fait, on a vraiment travaillé à deux parce que mon travail, c'était d'avoir l'histoire sur les 5 tomes qui soit cohérente, qui répondent évidemment au canon de la série que je connais très très bien. Mais pour être vraiment sûr d'aller jusque dans le détail d'une très fine connaissance, plus exactement, le grand public va s'y retrouver avec une histoire inédite qu'on va pouvoir bien comprendre et que je me charge de bien séquencer pour qu'elle soit claire à tout le monde. Presque même qu'elle puisse se comprendre, même si on ne connaît pas forcément vraiment les chevaliers. Ça reste une histoire avec voilà, les chevaliers, les fameux 5 qui s'unissent contre un ennemi commun. Donc cette grande trame-là, ça a été mon travail principal. Et Jérôme a vraiment fait un travail de co-scénariste, presque je dirais pour faire un parallèle de réalisateur de film, où il est allé... on va poser, on va vraiment mettre ça en exergue, on va vraiment travailler cet aspect-là, on va vraiment travailler ce visuel-là. Et donc on a vraiment travaillé ce scénario à deux, quoi, en fait. Et ça s'est vraiment enrichi de ces deux niveaux de détail. Moi, tu as un petit peu supplanté ma question, parce que c'est la question que j'allais vous poser, comment on travaille à deux, et surtout, comment on arrive à se comprendre. C'est-à-dire que parfois, on peut avoir une idée, et le binôme en avoir une autre. Donc comment vous arriviez justement à faire entendre raison à l'autre, si j'ai envie de dire? Alors en fait, on a une recette magique tous les deux, c'est 27 ans d'amitié. Donc on se connaît très très bien l'un et l'autre. On connaît nos points forts, on connaît aussi nos faiblesses, on en a tous, des points sur lesquels on est moins à l'aise que d'autres. Et moi j'ai toujours travaillé avec l'idée que le scénario doit être au service du dessinateur ou des réalisateurs, parce que changer une histoire, ça me semble être plus simple que changer un style. Quand on travaille avec Jérôme, on sait qu'on va travailler dans le style Japanimation. Ça sert à rien de lui faire un portrait, des portraits en noir et blanc, ultra réalistes, c'est pas son style, quoi, en fait. Donc si j'ai une histoire où j'ai besoin de portraits noir et blanc ultra réalistes, je vais travailler avec quelqu'un d'autre. Donc on se connaît très très bien. Et Jérôme avait une idée déjà bien précise de ce qu'il voulait. Donc moi, en fait, j'ai travaillé à partir de cette matière, je le connais, je sais sur quoi il est à l'aise. Et donc à partir de là, en fait, on échange par étapes, par échange, mais en 2-3 allers-retours. 4 à tout casser, c'est vraiment rapide. C'est assez rapide. Il me donne un peu les idées de voilà, ce qu'il imagine pour chacune des scènes. On a déjà découpé l'album, tu vois, en quelques scènes pour savoir combien de pages ça va représenter, parce que moi c'est en termes de pages aussi que je le traduis. Et voilà, il me donne les idées. Moi après je prends ça je prends pas, ça je vois pas trop comment je vais l'agencer visuellement. Alors ça par contre ça va envoyer une patate de ouf. Donc il me faut la double page, etc. C'est comme ça que je travaille. Après je fais un storyboard, je lui renvoie avec des textes qui sont mes textes. Textez-moi. Voilà, exactement. Voilà. Exactement. C'est ça. Et du coup, il les rend un petit peu plus littéraires que ce que je suis capable de faire. Mais ça marche comme ça. Mais tu disais tout à l'heure comment ça marche pour travailler à deux. Mais on n'est pas à deux, en fait. On est beaucoup plus nombreux qu'à deux. Parce que derrière, ça, c'est ce qu'on met sur la table avant que ce qui est sur la table soit envoyé au Japon. Et les co-scénaristes aussi, j'ai envie de dire, sont aussi c'est aussi le Japon, quoi. C'est aussi Maître Kurumada qui regarde. On en a déjà eu l'occasion d'en parler ensemble. Mais vous faites une transition tout seul, c'est incroyable. Ah ben, c'est très bien. Mais clairement, c'est vachement important. C'est quoi l'implication de Kurumada Sensei, justement? C'est très important de parler de ça parce que nous, on est le bout de chaîne, on est les auteurs. Officiel, c'est validé par Kurumada. Et il y a une réelle implication derrière. Mais c'est ça qui est intéressant, en fait. Le fait que ce soit validé, c'est juste, voilà, le fait que ce soit officiel et validé, c'est une histoire de droit, quoi. Moi, ce qui est vraiment intéressant dans le projet, c'est que ça va au-delà d'une simple validation. C'est que c'est une vraie collaboration dans le sens où il fait remonter les commentaires de ce qu'on fait. Je cite souvent en exemple, toi tu sais de quoi je parle parce que je te les ai montrés, mais il y a le personnage de Masque de mort du cancer qui intervient dans ce premier album. Ça a été l'occasion justement de pas mal de discussions avec le Japon parce que les textes qu'on avait, les dialogues qu'on avait choisi d'attribuer à Death Mask étaient peut-être pas exactement comme le Japon, comme Maître Kurumada et Monsieur Kobayashi
Kobayashi, qui est son éditeur au Japon chez Akita Shoten, voyait le personnage de Deathmask. Et donc, on fait aussi, tu vois, des allers-retours avec eux pour arriver à trouver. Et si on l'avait juste fait une ou deux fois, on dirait, bon, peut-être qu'ils ne s'impliquent pas. Mais rien que pour cet exemple-là, il y en a eu quand même un certain nombre. Hein. Il y a eu 3, 4, 5 fois où voilà, on était encore pas dans les bons termes. Exactement. Donc ça nous donne peut-être un peu la certitude aussi de se dire, ça veut dire que sur tout le reste, ça allait quoi. Et donc c'est magnifique d'avoir. C'est une validation, une vraie collaboration. Il a vraiment mis les mains dedans. Et je dis ça, enfin je te donne encore un dernier truc parce que voilà, ça me fait super plaisir d'en parler. C'est un honneur énorme qui nous a transmis. C'est que l'album, tu le sais, devait initialement sortir pour la Japan Expo, puis il a été repoussé pour le 30 septembre parce que Maître Kurumada a dit, bon, au mois de mars, maintenant que l'album est fini, je sais que j'ai tout validé au fur et à mesure, mais je veux bien tout relire une dernière fois, quoi. Et là, tu sais, grosse goutte, on s'est dit, aïe, 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 peut-être qu'il va devoir changer des trucs et tout, le temps que ça va prendre, on risque de pas être prêt pour la Japan et tout. Et non seulement le retour de Kurumada était, non, mais c'est bon, nickel, il n'y a pas de problème, mais en plus, il a posé l'album et il s'est tourné vers son éditeur et il a dit, ça, je veux que vous l'éditiez au Japon. Et là, à l'instant où on parle, demain, je crois, sort l'album au Japon. Donc il sort d'abord en japonais avant de sortir en France. Alors, dans le Red Champion, donc le Champion Red, pardon, je ne sais jamais dans quel. Donc le pré-publicateur des aventures d'Akita Shoten, eh bien, il y a la moitié de notre album qui est édité au mois de juillet. Au mois d'août, il y a le one-shot de Kurumada himself pour le Red Champion. Et au mois de septembre, on encadre en fait, par nos deux parties, on encadre l'œuvre de Kurumada. Et c'est Maître Kurumada qui l'a imposé. C'est quand même... Ouais, mais voilà quoi, c'est... Non, mais je dis, c'est pas croyable quoi. C'est-à-dire que le gars a voulu que vous introduisiez son one-shot et que vous le concluiez. C'est génial. C'est complètement dingue. Et je rebondis sur ce que tu disais avant par rapport à la passion. Bon, alors sécuriser avec, faut pas partir complètement à l'aveuglette, la fleur au fusil, mais travailler sur cette passion. On nous aurait dit en 95, non mais vous inquiétez pas, bientôt vous travaillerez, vous collaborez avec Kurumada Sensei pour faire une histoire inédite. On aurait été les premiers à rigoler quoi, mais on se serait bidonné quoi en fait. Même déjà faire une émission sur Senseiya. Oui, ouais. Tu vois, comme on a fait déjà ensemble. Rien qu'une émission sur Senseiya, on aurait déjà rigolé en 95. Et en fait, bon, voilà, ça a pris le temps, mais voilà, vivez vos rêves, quoi. En fait, ça peut ne pas marcher, mais accrochez-vous. Ah, mais c'est un beau message, c'est un très beau message. Je trouve ça vraiment chouette, ouais. C'est ce que j'ai écrit. Non, vas-y, tu me coupes, hein, parce que je parle beaucoup. Mais c'est ce que j'ai écrit dans mes remerciements d'Albator, parce que tu parlais d'Albator. Tu sais que Maître Matsumoto, il se débrouille toujours pour qu'il y ait un enfant dans ses histoires qui voit le héros de l'histoire comme un modèle, quelqu'un... Comme lui voyait son père, en fait. Exactement. Ouais. Et exactement. C'est le cas de Daiba pour Harlock, c'est le cas de Tetsuro pour Galaxy Express, etc. Et il y a toujours le véhicule de la même idée chez Matsumoto, c'est... vivez vos rêves de jeunesse deviendront peut-être un jour réalité si vous vous accrochez. Enfin, et j'ai fini mes remerciements en disant, ben voilà, j'ai fait cet album, mais c'est à cause de vous, parce que vous m'avez toujours dit qu'il fallait que je croie en mes rêves, et voilà, vous en avez réalisé un en me permettant de travailler là-dessus, quoi. Et justement, tu parles de Matsumoto, pour faire le parallèle avec Kurumada, quelle est l'implication de Matsumoto dans l'album précédent de ce que j'ai comme sentiment, la même en fait, il était aussi très regardant sur... alors graphiquement, il y a eu 2-3 petites remarques, mais c'était pas trop ça. C'était aussi plus scénaristiquement. Et je me rappelle. Moi, encore une fois, je donne mes... Il m'a demandé de changer mes mentons des femmes. Je les faisais un peu trop pointus à la Araki, justement. Et du coup, il fallait que je les arrondisse un petit peu plus. Mais sinon, il a été ravi. Ouais, il a même été surpris. Il a été agréablement surpris. Tu connais le code des mangas, il n'y a pas toujours des décors qui sont extrêmement présents dans les mangas. Les pages doivent aller relativement vite, il faut qu'ils produisent énormément, donc ils n'ont pas autant de temps que nous. Le phénomène de prépublication. C'est ça, voilà, ils n'ont pas autant de temps que nous pour faire de la BD franco-belge, donc ce qu'il aimait énormément, ça d'ailleurs... l'éditeur que j'avais rencontré bien avant de commencer le projet me l'avait dit, faites attention au niveau des décors. C'est Akita Shoten, Monsieur Kobayashi m'avait dit, faites attention aux décors, il aime beaucoup ça. Et donc, n'hésitez pas à mettre du détail, ça lui fera plaisir. Est-ce que tu es parti chez lui déjà? Non, je ne suis pas allé chez lui. Moi, j'allais dire, parce que moi, je suis parti chez lui. Déjà, quand tu entres chez lui, pour parler du décor, vraiment à l'entrée, tu as 2 sièges d'avion.
des 2 sièges d'avion, et parce qu'évidemment il est passionné par l'aviation, par et encore une fois son papa, hein, et son grand-père également. Et tu as une pièce où il y a tout un mur avec une lune géante, etc. Et même sa maison, on dirait un décor en fait. C'est incroyable. Donc en fait, ça se ressent même intrinsèquement chez lui. C'est complètement dingue. Mais c'est un artiste exceptionnel. Ah oui, bien qui sûr. a une poésie, un romantisme. Ouais, tu sens clairement l'énorme influence de la Deuxième Guerre mondiale, forcément. Bien sûr. Mais voilà, c'est quelque chose de magique. Et la collaboration avec lui, ça a été super. Je me rappelle beaucoup avoir discuté autour des sylvidres, donc les mazones en japonais. Et notamment, j'introduisais, on fait un petit parallèle, hein, j'introduisais la reine des sylvidres, mais d'un temps très ancien, donc bien avant Sylvidra, qui n'a pas du tout le même caractère que Sylvidra, et que j'avais imaginé très, comment dire, sans pitié, quoi. Vraiment beaucoup plus dark que ce que Sylvidra peut l'être. Et quitte à vraiment à sacrifier des fois des membres de son peuple pour atteindre ses objectifs, il m'avait dit non, ça c'est pas possible. Là, les Sylvidres, la reine ne peut être que aimante de son peuple, qu'elle se comporte différemment, je veux bien, mais elle doit malgré tout être garante, etc. On avait plein de discussions là-dessus qui étaient super intéressantes et qui prouvaient que voilà, c'était pas du bluff. Il lisait bien tout ce que j'envoyais, il vérifiait bien tout ce que j'avais dessiné. Il veut préserver le lore, entre guillemets, de son œuvre. C'est génial quand on est auteur comme nous, qui avons grandi dans les années 80, tu le sais, il y a les yeux qui brillaient dans ce dessin animé-là. Là, je fais plein d'anecdotes, plein de parallèles, mais je le dis souvent, ça, quand on regardait les épisodes inédits à la télé de Senseiya, qu'on voyait auteur, Masami Kurumada, machin, etc., on se disait, putain, l'épisode, ça y est, il est fini, quoi. Et l'épisode s'est terminé, tu avais envie de l'avoir à côté et dire Monsieur Kurumada, dites-nous qu'est-ce qui se passe juste après, quoi. Et là, on reçoit des messages du Japon, on est super content de ce que vous nous avez envoyé, on a hâte de découvrir la suite et tout. Et justement, c'est incroyable, quoi, tu vois. Justement, 5 tomes. Ouais. Pourquoi 5 tomes? Parce que 5 chevaliers de bronze. Et pourquoi pas Seiya comme premier? Parce que Seiya en dernier. Voilà. Pourquoi Iki en premier? Parce que Iki, c'est le meilleur. Quoi. Eric, on te fait un gros bisou, mais c'est le meilleur Iki. Non, quoi. mais Iki, c'est le mec qui de toute façon, c'est lui qui a le plus de charisme, déjà. Non, franchement, il met tout le monde d'accord. Voilà. Hein. Ce qui est bien, c'est qu'ils sont très différents, les personnages, et ils sont aimés. Des gens aiment l'un plutôt qu'un autre, et l'idée, c'est qu'on puisse creuser au travers de ces albums la caractérisation de chacun, la psychologie de chacun des personnages. Iki, il est vraiment mis en avant, mais pas comme étant, tu le disais à l'instant, c'est le mec qui déboîte tout, machin, etc. Mais justement, il n'est pas juste badass. Ouais, il n'est pas juste badass, parce que s'il est badass, c'est parce qu'il a un vécu qui fait qu'il est devenu badass. Il a des traumas, il a un cœur. Exactement. Voilà. Et nous, on traite dans l'album justement la fragilité du personnage. Qu'est-ce qui a fait qu'il est devenu en effet badass comme ça? Ça m'intéresse beaucoup plus de parler de son passé, de ce qu'il a vécu sur l'île de la Reine de la Mort, de sa relation avec Esmeralda, de la culpabilité qu'il peut avoir de ne pas avoir réussi à la sauver, etc., que de lui faire balancer son envol du phénix, qui va de toute façon bousiller les méchants. Bien sûr que c'est la case obligée quand on parle du personnage et qu'on fait un combat du personnage. Il y a plein d'autres choses avant. Mais voilà, il y a plein d'autres choses qui sont intéressantes. Et moi, ce que j'aime bien, voilà, je le dis encore, c'est que réussir des années après, en fait, à mettre la lumière sur des zones d'ombre et sur un questionnement qu'on a pu avoir pendant autant de temps, c'est magique, quoi. Personnellement, c'est ce qui... parce que bon, Jérôme est venu me chercher pour le scénario. Sur Albator, c'était son rêve d'enfant, il voulait vraiment le faire tout seul, mais sur Senseiya, il avait besoin d'aide et il m'a fait l'honneur de penser à moi. Il a fait le bon choix. Je sais pas, le public le dira, mais en tout cas, c'était un choix qui m'a beaucoup touché. Et la première chose qui m'effrayait, en fait, c'était d'inventer une histoire complètement inédite, un nouvel arc. Et quand il m'a dit non, ce que je veux, c'est vraiment qu'on peaufine les personnages, qu'on explore les zones d'ombre, qu'on aille voir un petit peu dans les coulisses presque de l'histoire. Ça, j'ai trouvé ça super. J'ai trouvé ça super pour 2 raisons. La première, c'est parce que ça va nous forcer à être super respectueux de l'œuvre. On l'aurait été, on aurait voulu l'être de toute façon, mais là, en plus, on se met toutes les contraintes qu'il faut pour dire, bah non, là, ça ne peut pas dépasser. D'ailleurs, il y a je ne vais pas spoiler, mais il y a des éléments qui nous ont posé quelques soucis scénaristiques où on s'est vraiment cassé le tronc. Et là, il n'y a pas eu que 3-4 échanges pour se dire, oui, mais non, c'est pas cohérent avec le manga, donc il faut qu'on trouve une idée pour que ça marche. Donc, on était sûr d'avoir cette cohérence, on était obligé de l'avoir.
Et le deuxième point, c'était justement aller voir un petit peu les zones d'ombre. Justement, moi, il y a plein de passages dans le dessin animé qui m'avaient frustré, parce qu'à l'époque, je le voyais en dessin animé, qui m'avaient frustré parce que je voulais en apprendre plus. Je voulais savoir, typiquement, Guilty, l'étoile de l'île de la mort, de la Reine Morte, c'était génial comme histoire. C'était ça que j'avais envie presque de voir. On nous donne des petites miettes. Voilà, on ne donne que des petites miettes. Et c'est un des aspects qui m'a vraiment intéressé dans la vision qu'avait Jérôme du projet dès le départ, c'était d'aller explorer ces zones d'ombre. Et donc c'est ce qu'on va vraiment faire dans chacun des 5 albums, quoi, en fait. Et c'est un album par an? À peu près. En termes de production, l'album 1, il m'a pris un petit peu plus de temps en dessin que ce que j'imaginais. Mais oui, on va essayer qu'en 2025, on ait fini. Oui. Désolé, hein, je donnais la question. Bah oui, voilà, l'éditeur n'est pas très content. Là. On espère que et le deuxième. Oui, bien sûr. Voilà, c'est chez Cana, dans la chez collection Cana. Classics, Voilà. qu'on a inauguré avec Albator, qui a connu encore un succès encore plus grand avec Goldorak. Et maintenant, avec les Chevaliers, j'espère que ça connaîtra le succès aussi. En tout cas, on y met toute notre passion, ça c'est certain. Mais après, pour le tome 2, on espère que, puisque le rendez-vous était manqué pour la Japan Expo ici, pour le tome 1, il y aura le tome 2 à la Japan Expo de l'année prochaine. Pour le présenter directement voilà. Donc, au moins public. d'un an après le premier. Voilà. Pour Albator, ça avait été présenté à Japan, non? Oui. Je me rappelle, avec un très beau stand d'ailleurs. Très très beau stand. Très beau Écoute, stand. il manquerait plus qu'il nous fasse un beau temple grec pour l'année prochaine. Ça serait beau. Je me rappelle, j'avais vu Christelle ce jour-là de Cana. Hein. On avait longuement échangé sur le sujet et c'était super positif. Et justement, je leur file, je ne sais pas quelle heure il est. Je sais que oui, vous êtes pris après. Ma dernière question. Et après, je te demanderai un dessin. Voilà. Et pour que tu fasses, évidemment, profiter des gens de ton talent et que je récupère le dessin. La question, c'est comment réussir à intéresser les nouveaux arrivants ou ceux qui ont eu vent de Senseiya ou ceux qui ne connaissent pas du tout et en même temps accrocher les gens qui sont là depuis les années 80. Comment on fait pour réussir à avoir ces deux publics? Et est-ce que c'est possible? Parce que ça se trouve, c'est pas le but. C'est une question que je pose. Évidemment que il faut absolument, et ça c'est, Jérôme en a été le garant et il a énormément travaillé sur le scénario là-dessus, il faut absolument que le fan s'y retrouve, celui qui a une licence Bac+8 en Senseiya, il s'y retrouve et qu'il y ait tout qui soit cohérent. Moi je voulais, comme je l'ai dit, m'assurer aussi que n'importe qui puisse découvrir Senseiya et trouver ou retrouver tout ça. En fait, dans Senseiya tel qu'il existe, il y a déjà tout en fait. Il y a le côté spectaculaire, il y a le côté défi, je me dépasse, l'amitié, on est plus fort ensemble que tout seul. Toutes les valeurs du shonen. Voilà, exactement. Déjà tout est là en fait. Tout est là pour s'assurer de cette histoire. Et donc, en mettant bien en scène, on doit pouvoir attirer du public en plus avec l'aspect ultra visuel de la BD, de Jérôme, de la couverture qu'il fait, etc. Et je me permets de te couper, je suis vraiment désolé, mais juste je rebondis sur l'aspect visuel qui est parfois très cinématographique dans le découpage, dans le dessin. Exactement, ouais, tout à fait. Et ça aussi, Jérôme l'a dit, hein, on a été attaché d'abord au dessin animé en France, quoi. Et par rapport aux fans, j'ai justement en explorant les zones d'ombre, attiré les gens, se dire ah tiens, ça c'est quelque chose que j'ai pas vu, c'est quelque chose qui est validé par Kurumada et que j'ai pas vu ailleurs. Et sur l'une des planches, l'une des toutes premières, on est à la page 10, quelque chose comme ça. On voit Ikki dans une armure qu'il n'est pas censé porter. Et pour quelqu'un qui est grand public, ok, c'est une armure comme une autre. Pour un fan des Chevaliers, il va faire non mais ça c'est pas possible ça en fait. Et donc c'est comme ça que j'espère à chaque album on va réussir à mettre le mystère en se disant ah non mais là je veux comprendre et effectivement il y aura une explication. Alors moi j'ai pas trop de doutes les amis, je te l'ai dit plusieurs fois, je vous dis à tous les deux, pour moi c'est un succès d'ores et déjà je l'annonce vraiment, mais qui va plaire tant aux fans hardcore que un public plus jeune. Donc je vous posais la question, mais pour moi j'avais déjà en tout cas la réponse concrète à cette matérialisation, parce que vraiment moi je suis tellement content
de voir ça, parce que en tant que fan, en tant que passionné et en tant aussi que personne travaillant dans ce milieu-là, je sais à quel point c'est pas facile. Je sais à quel point certaines licences sont parfois spoliées et on les exploite pas de la bonne manière et on les exploite tout court. Et là, quand je vois de la passion comme ça, mais qui est retranscrit par la qualité du travail que vous avez fourni, c'est incroyable. Donc encore une fois, bravo messieurs. On fait tout ce qu'on peut pour que les fans aussi de la première heure s'y retrouvent, comme il disait. Ça rejoint aussi le fait que l'album sorte en version classique, en version collector. La collector, c'est pas juste pour dire c'est en plus grand format et ça coûtera un peu plus cher. C'est pas ça. La collector, elle est vraiment avec un contenu additionnel qui va chercher. Et oui, on l'a pas précisé. On en a parlé déjà dans une autre émission, mais la collector, elle aura 24 pages en plus. Et elle va aller chercher, elle va vous raconter un petit peu les coulisses justement de ce dont on a parlé aujourd'hui, de la collaboration avec le Japon, les recherches graphiques, le pourquoi on a choisi tel élément graphique plutôt qu'un autre, etc. Et il y aura aussi ce qu'on appelle une side story, il y en aura une dans chacun des 5 albums qui va parler de la mythologie de l'armure du Chevalier de Bronze qui est mis en avant. Et en l'occurrence, pour celle-ci, c'est l'armure du Phénix pour Ikki, et donc rentrer dans les arcanes de ce qui s'est passé sur cette île de la Reine de la Mort. Pourquoi est-ce qu'elle s'appelle l'île de la Reine de la Mort? Et répondre par exemple à une question qui déchire les fans, surtout sud-américains depuis des années et des années. Ikki est-il le premier porteur de l'armure du Phénix ou non? Si oui, y en a-t-il eu un est-ce qu'il y en a eu un avant lui, etc. Donc tout ça, ça nous plaît parce que ça va chercher vraiment les fans hyper hardcore, quoi. Et ça nous plaît parce qu'on a cette casquette-là. Et on espère aussi que l'album, il est totalement accessible à on le rappelle, ça sort au mois de septembre. Le 30 septembre. Le 30 septembre prochain. Et ça arrive vite, hein? Ouais, ça arrive vite, ouais. Et on espère de tout cas. Tu dis ça va être un succès, tu n'en doutes pas. Tant mieux que tu n'en doutes pas. Moi, je suis prudent. Je peux juste vous dire qu'on a, voilà, on a mis toute notre passion. Je ne vous garantis pas qu'il n'y aura pas des petites coquilles, des petites erreurs, mais on a fait relire par plein de monde. On a relu le manga 25 fois. On a fait relire à plein de gens qui s'y connaissent certainement encore mieux que nous. Et c'est passé entre les mains de M. Kobayashi et bien sûr de Maître Kurumada. Voilà. On a fait tout ce qu'on a pu, quoi. Nourri de toute notre passion la plus sincère, enfin, qui nous tient et que j'ai retrouvé, comme je le disais en début d'émission, que j'ai retrouvé chez mes enfants et que je leur ai transmis. Ils sont dans le salon en train de vadrouiller, tout contents. Donc, voilà, c'est vraiment avec toute cette passion qui nous a animés, quoi. Non mais c'est beau, et encore une fois, 30 septembre chez Kana, moi je pense que ça va être un beau succès, mais évidemment c'est à vous d'en faire un succès. Édition normale, édition collector, il va y en avoir pour tout le monde, donc foncez, réservez, je ne sais pas si on peut pré-réserver l'album, si on peut le pré-réserver, allez-y, c'est chez Kana, dans le label Classics. Absolument. Voilà, donc n'hésitez pas. Et on est très heureux de le faire avec Kana, je le dis à chaque fois, on est très heureux de le faire avec Kana parce que Kana, tu le sais, est un des éditeurs pionniers dans le monde de la japanime qui s'est battu contre vents et marées dans les années si difficiles pour le manga, les années 90, tu le rappelais en début d'émission. Et voilà, je suis très très heureux d'être avec eux. Il y en a d'autres, hein, des éditeurs pionniers de cette époque-là, mais je suis très heureux de le faire avec Kana, qu'on le fasse avec Kana, parce que, et en plus, cerise sur le gâteau, c'est eux qui avaient édité Capitaine Albator en France, et c'est eux qui ont édité le Senseiya original de Maître Kurumada. Donc c'était tout à fait. On embrasse les amis de chez Kana, hein, Christelle, Timothée et Steph également, hein, et toutes les équipes de chez Kana. Moi, je comprends totalement ce que tu dis. Il y a un affect et une histoire particulière qui fait écho à ce que vous faites. Donc les amis, on va se laisser sur un magnifique dessin de Jérôme, et on se retrouve très bientôt, et vous retrouverez l'équipe, que ce soit Bitel ou Kayane évidemment, pour d'autres lives ADN en direct de Japan Expo. Voilà. Allez, au boulot maintenant. Je te prends le shikishi. Eh bien oui, monsieur. Et puis alors, t'avais le poster aussi, non, le poster, je crois qu'ils l'ont mis en amont. Juste là, un magnifique poster que vous avez pu découvrir tout à l'heure. Il est incroyable. Bon, ben, puisque tu es fan du Chevalier Phénix, faire Phénix. Oui, comme je vous le disais en off, mon chat s'appelle Ikki. Donc, D'ailleurs, il vaut mieux que ce soit Jérôme qui dessine que moi, parce que je suis désolé. C'est normal. J'ai honte de te demander une histoire sur un shikishi. Je suis pas sûr que je te mette très à l'aise. Alors je te le fais avec la nouvelle armure du Phénix. On va voir pourquoi il a une nouvelle armure.
Moi, je trouve que l'armure de bronze de Iki, c'est une des plus belles. Ah ouais, top. Franchement. Ouais, non, mais effectivement. Elle est top. Hein. Tellement admiratif, sincèrement. Je mets pour toi du coup, hein. On est bien d'accord que... Voilà. Incroyable. Incroyable. Merci beaucoup en tout cas, messieurs, c'était un plaisir. Je rappelle, 30 septembre, la sortie Senseiya Time Odyssey, la BD qui va faire parler d'elle et qui va ravir tous les fans de Senseiya et va enfin combler certaines zones d'ombre. Donc on a hâte, j'ai pas lu en intégralité évidemment, mais j'ai hâte. Merci beaucoup, monsieur. Merci, c'est magnifique. Voilà, on vous laisse là-dessus. Ça, vous ne pourrez pas le gagner, je le garde pour moi. Et vous avez pu gagner plein de trucs, chacun son tour. Et je vous dis à très bientôt, profitez bien, on se retrouve très vite.